La Corée du Nord était plongée dans une famine qui avait tué des centaines de milliers de personnes, et l'armée mourait de faim. Les soldats abandonnèrent leur poste pour chercher de la nourriture, tandis que les rumeurs de mécontentement se répandaient dans les rangs militaires. À la fin des années 1990, Kim Jong força ses propres généraux à assister à l'exécution publique d'un haut officier militaire accusé de comploter contre le régime. Kim utilisa cette exécution comme une épreuve de loyauté, obligeant les hauts gradés à assister à ce spectacle horrible comme avertissement à quiconque oserait remettre en question le pouvoir. Le désespoir de ces années de famine mena Kim à des extrêmes qui choquèrent même ses partisans les plus fidèles. Mais le pouvoir en Corée du Nord s'est toujours maintenu grâce à un principe simple, la loyauté absolue à travers la peur absolue. Lorsque Kim Il-sung, l'ancien président de la Corée du Nord, mourut en 1994, son fils hérita de plus qu'un pays. Il hérita d'un système fondé sur un leadership divin. Le transfert du pouvoir de père en fils était sans précédent dans l'histoire du communisme, ce qui rendit Kim Jong-il vulnérable. Contrairement à son père, le libérateur de la nation, Kim Jong-il était perçu comme faible. Il était connu pour sa collection de films et son goût pour le cognac Hennessy. L'élite militaire murmurait. Les généraux qui avaient servi son père doutaient qu'un tel playboy puisse diriger. Certains se demandaient s'il avait la force nécessaire pour maintenir le système brutal hérité. Ces doutes n'étaient pas anodins, mais dangereux. Kim Jong-il savait que ces rumeurs existaient. Il avait passé des années à surveiller la dissidence à travers des réseaux de sécurité. Les déserteurs décrivaient un climat où chaque geste était scruté avec minutie. Il savait que montrer la faiblesse signifiait la mort, non seulement la sienne, mais celle du régime tout entier. Entre 1994 et 1997, au moins 30 fonctionnaires disparurent. Certains s'enfuirent en Chine, d'autres furent rétrogradés à des postes ruraux, et d'autres encore disparurent tout simplement, laissant des bureaux vides et des familles terrifiées. Le schéma était clair. Quiconque représentait une menace potentielle devait être éliminé. Les purges silencieuses ne suffisaient plus. Il lui fallait quelque chose de plus grand, d'inoubliable, un spectacle si terrifiant qu'il anéantirait tout doute sur sa détermination à recourir à la violence. Dans le secrétaire à l'agriculture, So Han-jui, il trouva la victime parfaite. Pour comprendre pourquoi So Han-jui fut choisi, il faut se pencher sur la situation de la Corée du Nord en 1997. La population et l'économie du pays s'effondraient. La famine, appelée euphémiquement la marche ardue, en était à sa 3e année. Ce nom relevait de la pure propagande. Il comparait la famine à la campagne de guérilla de Kim Il-sung. Il n'y avait pourtant rien d'héroïque dans ce qui se passait. Les estimations prudentes situaient le nombre de morts entre 600 000 et 1 million. Certaines ONG avançaient des chiffres plus élevés, mais les analyses les plus rigoureuses conclurent qu'il y avait peu de preuves de plus d'1,5 million de morts, ce qui représentait tout de même 5% de la population. La catastrophe avait plusieurs causes. Les inondations de 1995 et 1996 détruisirent les terres agricoles et les systèmes d'irrigation. L'effondrement de l'Union soviétique mit fin aux livraisons subventionnées de carburant et d'engrais. La Chine commença à exiger des devises en échange de nourriture. Mais la cause principale était le régime lui-même. Le système de distribution, qui contrôlait toute la nourriture, s'était effondré. Les fermes collectives ne produisaient presque rien. Le gouvernement ordonna au peuple de passer de 3 repas à 2, puis à un seul, avant de leur dire de chercher des plantes sauvages. Un déserteur raconta l'horreur. « Nous avons mangé de l'herbe, de l'écorce arrachée aux arbres. Nous avons fait bouillir des chaussures en cuir pour extraire la colle et nous nourrir. Nous voyions nos voisins disparaître pendant la nuit et nous savions qu'ils avaient été dévorés. Des unités spéciales de police étaient chargées de prévenir le cannibalisme. Les enfants disaient à leurs professeurs qu'ils ne pouvaient pas se concentrer à cause de la faim et les professeurs leur demandèrent de faire preuve de patience pour le cher leader. Les hôpitaux traitaient des gens ayant mangé de la terre, avec des estomacs obstrués par la boue. Un médecin décrivit des enfants au ventre gonflé, aux cheveux devenus oranges par la malnutrition. « Nous n'avions ni médicaments, ni nourriture, » dit-il. Nous ne pouvions que les regarder mourir. Pour Kim Jong-il,
La famine était une crise politique menaçant sa survie. Un peuple affamé pose des questions dangereuses sur les raisons pour lesquelles un système soi-disant parfait ne peut nourrir ses citoyens. Des soldats désespérés envisagent un coup d'État lorsque leur famille meurt de faim pendant que les dirigeants vivent dans le luxe. Lorsque le ministère chargé de nourrir la nation échoue de manière catastrophique, il faut un coupable. Le régime avait besoin d'un récit expliquant la souffrance sans incriminer le système ni le leader. C'est alors qu'apparut Sohan Jui, né en 1926, âgé de 71 ans, secrétaire à l'agriculture depuis les années 1980. Un homme qui avait servi fidèlement le régime pendant plus de 30 ans. Il avait accompagné Kim Il-sung lors d'inspections agricoles et appliqué toutes les politiques sans jamais les remettre en question. Il tentait apparemment de gérer une situation impossible avec des ressources inexistantes. Le régime exigeait une production accrue, mais ne fournissait ni carburant pour les tracteurs, ni engrais pour les champs, ni électricité pour les pompes d'irrigation. Mais dans un État totalitaire, tout échec nécessite un bouc émissaire, même lorsque l'échec est inévitable. Sohan Jui était un vétéran révolutionnaire, né en 1926, membre de la première génération de cadres de Kim Il-sung. Son adhésion au parti remontait aux années 1940. Sa loyauté était irréprochable. Avec des décennies de service, sans jamais s'écarter de la ligne du parti, il avait survécu à chaque purge grâce à sa dévotion. Ses antécédents faisèrent de lui la victime parfaite pour Kim Jong-il. Ses références révolutionnaires garantissaient que sa chute choquerait l'élite et son ancienneté prouverait que personne n'était à l'abri. En mai 1996, Sohan Jui disparut. Aucune annonce officielle. Son nom fut effacé des listes de protocoles. Son bureau resta vide. Pendant des mois, ce fut le silence. Puis, au début de 1997, le régime diffusa des rumeurs par le biais de la sécurité d'État. Sohan Jui n'était pas seulement incompétent, il était traître. Les accusations étaient impressionnantes. Le régime affirma qu'il était un espion américain depuis des décennies, qu'il avait saboté le système agricole nord-coréen sur ordre de la CIA, qu'il avait volé des engrais assignés personnellement par Kim Jong-il, et qu'il avait provoqué la famine pour affaiblir le socialisme de l'intérieur. L'enquête dura des semaines. Les anciens prisonniers racontent ce que cela signifiait. La torture était monnaie courante dans les cellules du sous-sol. Privation de sommeil jusqu'à hallucination, coups avec des tuyaux en caoutchouc, famine, ironie amère, torture par l'eau, électrocution, suspension par les poignets. Ils ne veulent pas la vérité, expliqua un survivant. Ils veulent une confession qui corresponde à ce qu'ils ont déjà décidé. Et ils te briseront morceau par morceau jusqu'à ce que tu cèdes. Tu signerais n'importe quoi pour que cela s'arrête. En mars 1997, Sohan Jui avait tout avoué. Il était un espion, même si le pays qu'il servait changeait selon l'interrogatoire. Parfois les Américains, parfois les Sud-Coréens, parfois les deux. Il avait provoqué délibérément la famine en donnant de mauvais conseils aux agriculteurs, avait comploté contre le leader en suggérant des réformes du système agricole, volé des ressources de l'État et tenu des réunions secrètes avec des agents étrangers. Les aveux étaient manifestement faux, obtenus sous la torture. Les analystes estiment que le véritable crime de Sohan Jui était plus simple, mais bien plus dangereux pour le régime. Il avait suggéré de modestes réformes agricoles qui auraient pu sauver des vies, permettre aux agriculteurs de conserver une petite part de leurs récoltes, autoriser des marchés locaux pour vendre des légumes ou réduire les taxes sur les céréales dans les fermes collectives. C'étaient des solutions pratiques à une situation désespérée. Mais toute suggestion de changement impliquait que le système actuel était imparfait. Et en Corée du Nord, insinuer que le système du « cher leader » est imparfait équivaut à une trahison. La sentence ne fit jamais de doute, la mort, mais pas n'importe quelle mort. Kim Jong-il avait prévu quelque chose de spécial, car tuer Sohan Jui n'était pas l'objectif en soi. Kim voulait en faire un exemple. L'exécution fut programmée pour le 9 septembre 1998. Ils choisirent la rue de l'Unification au centre de Pyongyang, un immense boulevard construit pour exhiber la puissance du régime. Les récits de déserteurs indiquent que les autorités convoquèrent des dizaines de milliers de fonctionnaires et d'officiers pour assister à l'événement.
Ce ne serait pas une élimination silencieuse dans les sous-sols d'une prison, ce serait un théâtre politique à grande échelle. La présence fut rendue obligatoire pour des groupes précis. Tous les hauts responsables de Pyongyang reçurent une convocation. On ordonna aux officiers militaires de grade colonel et plus d'assister en tenue complète. On exigea aussi la présence des cadres du Parti des travailleurs, des ministres et des responsables de la sécurité. Le message était clair avant même le début de l'exécution. Voilà ce qui arrive à ceux qui échouent. Regardez bien. La préparation fut méticuleuse. Les forces de sécurité bouclèrent la zone avant l'aube. On dressa une estrade pour les condamnés. On installa des haut-parleurs afin que tout le monde puisse entendre les accusations. La foule fut organisée avec précision. Les fonctionnaires de plus haut rang placés près du lieu de l'exécution. Tous verraient tout. Septembre à Pyongyang peut encore être chaud, et ce jour-là ne fit pas exception. Des milliers de personnes restèrent debout sous le soleil matinal, attendant. Personne n'osa parler au-delà d'un chuchotement. Personne n'osa montrer autre chose que le zèle révolutionnaire attendu. Tous les présents ressentirent un mélange de peur et d'attente. Puis arrivèrent les véhicules. Selon les témoignages, la suite de Kim Jong-il arriva la première. Des berlines Mercedes noires aux vitres teintées, des gardes du corps scrutant la foule à la recherche de toute menace. Le leader lui-même, d'après les comptes rendus, portait son habituel survêtement kaki et des lunettes de soleil foncé. Les témoins le décrivirent ensuite comme détendu, presque joyeux. Il s'installa sur une plateforme surélevée dominant le lieu d'exécution, comme un homme qui s'apprête à regarder son film préféré. Les condamnés furent ensuite amenés. So Han-jui était méconnaissable. Des mois de torture l'avaient réduit à une silhouette squelettique. Son visage était émacié, ses cheveux gris et clairsemés. Il pouvait à peine marcher. 2 gardes le soutenaient en le traînant jusqu'au poteau d'exécution. Mais il n'était pas seul. Le régime avait décidé d'en faire une déclaration collective. À ses côtés s'alignèrent des dizaines de hauts responsables, certains du ministère de l'Agriculture, d'autres de départements connexes, tous accusés d'avoir participé à la conspiration visant à affamer la nation. La foule resta silencieuse. 20 000 personnes retinrent leur souffle. Un juge militaire lut les charges, et les mots résonnèrent sur toute la place via des haut-parleurs crachotants. Espionnage, sabotage, trahison envers la patrie socialiste, crime contre le peuple coréen. À chaque accusation répondaient des cris de colère orchestrés par des secteurs désignés de la foule. Mort aux traîtres! Longue vie aux chers leaders! Défendons notre socialisme! La méthode choisie fut le peloton d'exécution, norme pour les exécutions politiques. Les condamnés furent attachés à des poteaux. On leur proposa des bandeaux pour les yeux, qu'ils refusèrent. So Han-jui, malgré son état, tenta de rester droit, peut-être par dignité, peut-être par simple mémoire musculaire après des décennies à tenir tête à ses supérieurs. Le peloton prit position. Des soldats armés de fusils spécialement sélectionnés pour cette tâche. Un honneur, leur dirent les officiers politiques, une occasion de servir le cher leader en éliminant ses ennemis. L'ordre résonna. Prêt, visez, feu! Des salves éclatèrent sur toute la place. Les corps tombèrent instantanément. Ainsi mourut So Han-jui, 71 ans, vétéran de la Révolution, avec des dizaines d'autres dont le seul crime fut d'avoir été associé à l'agriculture durant une famine. Une fois l'exécution terminée, Kim Jong-il se leva lentement. Tous les regards de la foule se tournèrent vers lui. Il observa la scène, les corps, le sang imprégnant le pavé. Il regarda ses généraux, ces hommes puissants qui commandèrent des armées, les cadres du parti qui gouvernèrent les provinces et les chefs de la sécurité qui régnaient par la peur. Et tous le regardèrent. Ils voyaient en lui, à cet instant, leur propre avenir possible. Le message avait été reçu. Après un long silence, Kim remonta dans sa voiture et regagna sa Mercedes. La caravane s'éloigna, laissant 20 000 personnes devant des dizaines de cadavres. Les corps restèrent des heures sous la chaleur de septembre comme avertissement. Mais la démonstration de pouvoir de Kim Jong-il ne s'arrêta pas aux vivants. Outre le spectacle, il ordonna un châtiment posthume qui horrifia même les membres les plus durs du parti. Kim Man, qui avait été ministre de l'Agriculture avant So Han-jui, était mort en 1984, 14 ans plus tôt, et était enterré au cimetière des martyrs révolutionnaires,
lieu sacré réservé aux héros de la Révolution. Kim Jong-il ordonna l'exhumation de son corps. Les forces de sécurité se rendirent au cimetière avec du matériel d'excavation. Elles déterrèrent les restes de Kim Man de leur lieu de repos honoré. Le cadavre, embaumé selon la tradition coréenne, fut traité comme des ordures. Les récits divergent sur ce qui se passa ensuite. Certains disent que le corps fut décapité, d'autres qu'il fut brûlé. Tous s'accordent néanmoins sur le fait qu'il fut retiré du cimetière et jeté sans la moindre cérémonie. Le symbolisme était terrifiant. Même la mort ne te protégeait pas de la colère du leader des serviteurs. Même 14 années passées dans une tombe honorée ne pouvaient te sauver si le régime décidait rétroactivement que tu étais coupable. Ton héritage, ta mémoire, tes propres restes pouvaient être profanés. Ce châtiment alarma profondément l'élite du parti. Le régime annonça que Kim Man avait été un traître depuis toujours, que ses politiques agricoles dans les années 1970 et 1980 avaient contribué à la famine actuelle, qu'il avait fait partie d'une conspiration de plusieurs décennies visant à détruire le socialisme nord-coréen de l'intérieur. Tout honneur qui lui avait été accordé lui fut retiré. Toute mention de son nom fut effacée de l'histoire. Un an plus tard, Kim Jong-il ordonna discrètement que les restes de Kim Man soient à nouveau enterrés. Le message avait déjà été donné. Tout le monde avait compris. L'exécution de So Han-jui déclencha une nouvelle vague de terreur en Corée du Nord. En quelques jours commencèrent des purges à travers tout l'appareil gouvernemental. La logique du régime était brutalement simple. Si lui était un traître, alors tous ceux qui avaient travaillé avec lui pouvaient l'être aussi. Tous ceux qui avaient appliqué ses politiques ou n'avaient pas détecté son supposé espionnage. Des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, des vice-ministres, des chefs de département, des secrétaires provinciaux disparurent par dizaines. Certains furent exécutés, d'autres envoyés dans des camps de prisonniers politiques. Certains simplement disparurent sans que même leur famille ne sache ce qui était arrivé. L'immeuble du ministère se transforma en ville fantôme, avec des étages entiers de bureaux vides. Le régime ne s'arrêta pas aux individus. C'était la Corée du Nord, où le châtiment s'étend sur des générations. Le principe de culpabilité par association signifiait que manquer au régime ne condamnait pas seulement l'individu, mais toute sa lignée, parents, conjoints, enfants, petits-enfants. 3 générations de punition étaient une pratique courante. La famille de So Han-jui disparut du jour au lendemain, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Les voisins racontèrent avoir vu des véhicules de sécurité devant leur immeuble. Le matin, les appartements étaient vides, possessions encore en place, comme si les habitants s'étaient évaporés. Personne ne demanda où ils étaient allés. Tout le monde savait qu'une autre famille entière avait été envoyée dans des camps. Cette multiplication des victimes avait un but. Elle faisait de chacun un complice du système de la peur. Ta survie dépendait non seulement de ta propre loyauté, mais de la loyauté de tous ceux qui te reliaient. Un simple commentaire imprudent d'un cousin pouvait condamner tes enfants. L'échec d'un camarade pouvait détruire tes parents. Chacun surveillait l'autre, créant une société de vigilance mutuelle. Mais la véritable cible avait toujours été l'armée. Les généraux qui avaient assisté à l'exécution avaient compris le message le plus profond. Pendant 4 ans, tandis que Kim Jong-il consolidait son pouvoir, ils gardèrent leur distance avec prudence. Ils avaient servi l'État, pas l'homme. Certains avaient murmuré des doutes sur la capacité du fils, obsédé par le cinéma, à remplir le rôle militaire de son père. D'autres avaient même commencé à tisser des alliances subtiles, testant les limites de l'autorité du nouveau dirigeant. À présent, ils étaient alignés, regardant les corps se refroidir sous le soleil du matin. Chaque général calcula soigneusement ses chances de survie. So Han-jui avait été membre à part entière du comité central, l'un des technocrates les plus importants du régime, un homme dont les titres révolutionnaires remontaient aux premiers jours de la République. Si quelqu'un d'une telle stature pouvait être éliminé publiquement, quelle protection restait-il pour les autres? Un déserteur, ancien colonel, témoigna plus tard de l'atmosphère qui régna dans l'armée après ce jour-là. « Tout a changé », dit-il. Avant, il y avait des discussions, des débats sur les politiques, même des critiques prudentes lors de réunions privées. Après avoir vu mourir So Han-jui, plus personne n'a remis quoi que ce soit en question. S'ils ont pu faire cela à un héros révolutionnaire, quelle chance avions-nous
Nous sommes devenus des robots, rivalisant pour montrer le plus grand enthousiasme à chaque ordre. Kim Jong-il agit rapidement pour exploiter cette nouvelle peur. En quelques semaines, il restructura la hiérarchie militaire. Les vieux généraux qui avaient servi son père furent mis à la retraite ou relégués à des postes sans pouvoir. Les officiers plus jeunes, dont les carrières dépendaient entièrement de Kim Jong-il, furent promus à des commandements clés. Le message était clair. Votre loyauté m'appartient personnellement, pas à l'État, pas au parti, pas à la révolution, à moi. La transformation était presque achevée. Kim Jong-il avait déjà pris le contrôle des postes clés de l'État. En octobre 1997, il devint secrétaire général du Parti des travailleurs. Le 5 septembre 1998, à peine 4 jours avant l'exécution, Sohan Hui avait été élu président de la Commission nationale de la défense, le poste le plus élevé du pays selon la Constitution. L'exécution servit de démonstration inaugurale de son pouvoir absolu. À la mi-1998, les médias d'État commencèrent à insister sur le thème du Songun, ou « l'armée d'abord ». Le concept prit une valeur constitutionnelle lorsque Kim fut élu président de la Commission de défense nationale le 5 septembre 1998, quelques jours avant la grande exécution. Sous le Songun, l'armée populaire de Corée reçut la priorité sur tout, la nourriture, le carburant, les ressources. L'armée se nourrirait pendant que les civils mourraient de faim. Les besoins militaires prévaudraient sur le développement économique. Et les généraux, hantés par ce qu'ils avaient vu dans la rue de l'unification, garantiraient une loyauté absolue au système qui les nourrissait. L'ironie était cruelle. Kim avait utilisé la terreur contre l'armée pour en faire la classe privilégiée. Il les avait menacés de mort pour s'assurer qu'ils tueraient pour lui. L'exécution de Sohan Hui avait transformé l'armée d'une menace potentielle en son instrument personnel de coercition. L'exécution transmit 3 messages distincts à 3 publics différents. Au peuple. Votre souffrance est causée par des traîtres et des espions, non par le système. La famine n'est pas un échec du socialisme, mais un sabotage des ennemis. Le cher dirigeant a découvert le complot et éliminé les conspirateurs. Faites-lui confiance et les difficultés prendront fin. Aux dissidents potentiels, voici votre destin. Pas seulement la mort, mais une mort publique et spectaculaire. Pas seulement un châtiment, mais l'effacement de toute votre lignée. Pas seulement l'exécution, mais la profanation posthume. Réfléchissez bien avant de remettre quoi que ce soit en cause. Aux militaires, le message était plus complexe, plus psychologique. En les forçant à regarder, Kim Jong-il les avait rendus complices. Ils ne pouvaient plus prétendre ignorer la brutalité du régime. Ils ne pouvaient plus dire qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Ils étaient là, en formation, témoins de la mort d'un homme pour avoir échoué dans une tâche impossible. Leur simple présence faisait d'eux des participants. En psychologie, on appelle cela la participation forcée à une atrocité. C'est une technique utilisée depuis toujours par les régimes autoritaires. Faire des témoins de la violence les gardiens du système, liés par la culpabilité. Dès ce jour, les réunions militaires commencèrent par des serments renouvelés de loyauté. Les officiers rivalisaient pour montrer leur dévotion à Kim Jong-il. La moindre critique pouvait être interprétée comme une trahison. La culture devint celle de l'obéissance absolue, mêlée d'un enthousiasme fin. Les militaires qui autrefois murmuraient sur la faiblesse de Kim tremblaient désormais à l'évocation de son nom, littéralement. Les déserteurs décrivent des réunions où les généraux tremblèrent de peur, où les officiers pleuraient en recevant des ordres et où toute planification rationnelle devenait impossible, car personne n'osait proposer quoi que ce soit qui pourrait échouer, et faire de lui le prochain Sohan Hui. Ce schéma devint la marque du règne de Kim Jong-il. En 2010, lorsqu'une réforme monétaire détruisit les économies de millions de citoyens, le ministre des Finances Pak M fut exécuté. Les accusations étaient familières: sabotage, collusion avec l'étranger, trahison du peuple. Il fut fusillé devant ses subordonnés. Quand les inondations ruinèrent les récoltes, les responsables hydrauliques furent destitués. Quand les usines n'atteignirent pas leurs quotas, les ministres de l'industrie disparurent. Quand l'économie stagna, les économistes furent accusés de suivre des théories capitalistes.
Chaque échec du système exigeait un sacrifice humain pour préserver le mythe de l'infaillibilité du dirigeant. Plus tard, le fils de Kim Jong-il perfectionnerait cette mécanique. Kim Jong-un, formé dès l'enfance à l'art de la terreur, porta l'exécution publique à de nouveaux sommets. Son oncle Jang Song-taek fut arraché à une réunion et exécuté quelques jours plus tard. Le ministre de la Défense, Han Jong-chol, aurait été tué par un canon anti-aérien pour s'être assoupi pendant une séance. D'autres furent exécutés par mortier, lance-flammes ou chien sauvage. Chaque mort, plus spectaculaire que la précédente. La pratique de la terreur d'État continua. Chaque génération apprit de la précédente comment gouverner par la peur.